André Bruguière n'a que 17 ans lorsqu'il se lance dans l'inconnu. Son rêve, voir tous les pays du monde et découvrir d'autres cultures. Sans rien en poche, si ce n'est son insatiable envie d'apprendre et de comprendre, André Bruguière enchaîne les petits boulots dans l'hôtellerie avant de se lancer sur la route en stop avec une seule règle, ne pas dépasser $1 par jour en moyenne. Son premier voyage sans retour en France durera 18 ans. De l'Alaska par moins 45 degrés, au Japon en passant par l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine ou encore l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le baroudeur se déplace à pied, en autostop, en avion-stop, en bateau-stop, etc. Une traversée du monde mais aussi de l'histoire. Il se retrouve au nord du Cambodge quand les Khmers rouges prennent le pouvoir ou encore à Berlin en août 61. Selon le pays et les époques, on le prend pour un espion, un pirate de l'air ou encore un guerrier héros. André va finir 7 fois en prison et frôler la mort à de maintes reprises sous la menace de l'homme mais aussi des animaux. Lors de ce premier voyage, il a été enfermé, déporté, volé. Il a vécu chez le docteur Schweitzer au Congo et chez les hippies de San Francisco, chez les coupeurs de tête à Bornéo, les bons à Bangkok. Il a pu étudier dans une école de yoga en Inde et travailler dans un kibbutz à Israël. Il a aussi connu le trafic de pierres précieuses à Ceylan, les camps de réfugiés au Cambodge et bien plus. Suite à ce périple exceptionnel qui dura de 1955 à 1968, André Bruguière va poursuivre son rêve toute sa vie en enchaînant les voyages. En 2013, après avoir visité le Sud-Soudan et l'île la plus isolée du monde, Tristan d'Acunha, Bruguière achève sa quête. Il a visité tous les pays et territoires du monde. L'Explo est parti à la rencontre de ce voyageur hors du commun. J'ose plus parler des années 55 aux jeunes parce qu'ils me prennent carrément pour l'homme de Cro-Magnon. Je leur dis, les gars, on n'a pas le téléphone à la maison. Oh, je dis, mais Coco, il y a pire, on n'avait pas la télé. À cette époque-là, il n'y avait pas le père du guide de routard venait de naître. On n'a pas de renseignements en fait. Et en plus, en 55, on reconstruisait encore le pays de la guerre. Il ne faut pas oublier qu'on s'est tapé 3 guerres avec les Boches. Ils ont cassé la baraque, hein. Il y avait du travail à reconstruire. Donc, en 55, on ne voyageait pas. Et moi-même, mon premier pays, ça a été l'Écosse. Et je me rappelle encore, les gens me disaient, mais tu vas où? En Écosse? Quoi? Tu vas traverser la Manche? Tu ne vas jamais revenir vivant. Il s'accroche à mes bras. Il ne peut pas croire ça. Alors que maintenant, le jeune, aujourd'hui, il va fumer son joint à Amsterdam, normal. Passe le week-end à Londres, normal. Pas en 55. En plus, mon père, qui est un paysan auvergnat, qui avait dû quitter la ferme en son temps, dans la Haute-Loire, et qui a dingué en région parisienne avec la SNCF, il nettoyait des wagons à la SNCF. Il n'est jamais sorti de son jardin. Et j'avais aucun renseignement de sa part. Et en plus, il était payé à ce qu'on appelait le minimum vital et pas d'argent à la maison avec 3 frères. Donc, j'avais pas de renseignements et pas d'argent. Donc, moi, j'avais ce rêve. Oui, mais je ne pensais pas que ça pouvait se réaliser. Je me suis retrouvé à l'école hôtelière à Paris. J'ai jamais aimé cette école. Et pourquoi j'étais là? Parce qu'un jour, j'ai vu un pâtissier avec sa toque et j'ai dit « Maman, je veux être pâtissier ». Mais moi, je bossais bien à l'école. Alors, il dit non, tu devrais étudier. Le directeur aussi, il dit non, il faut qu'il étudie votre fils, pas pâtissier. Alors, ma mère fait à moi, elle a dit, écoute, si tu veux faire pâtissier, je vais te mettre à l'école hôtelière, tu verras un peu plus large. J'ai jamais aimé cette école. J'ai fait 3 ans. Mais après, je me suis aperçu que ça a été une bénédiction parce que ça m'a mis le pied à l'étrier. Quand on travaille dans l'hôtellerie, on peut travailler partout dans le monde et trouver du travail tout de suite. Si on veut travailler. Même aujourd'hui, hein, dans l'hôtellerie, ils cherchent. À la fin de la guerre, je suis tombé sur 2 Américains dans le métro à Paris. Ils parlaient anglais, si on peut dire. Et je dis à ma mère, je dis, maman, qu'est-ce qu'ils parlent? Je ne comprends pas. Et moi, je suis très curieux d'esprit, c'est ça qui m'a fait voyager. C'est la motivation. Désir d'apprendre, de comprendre. Pas de faire des exploits ni de l'aventure, mais apprendre, de comprendre. Alors, je ne comprenais pas. Et j'ai décidé en moi-même, j'étais enfant, j'avais 9-10 ans, je dis, moi, je vais apprendre l'anglais pour comprendre ces gens-là. Et l'école hôtelière, j'étais formé à un travail qui demandait aussi l'anglais. Donc, je cherchais à aller je voulais l'apprendre sur place bien, parce qu'à l'école, non seulement ils ne vous apprennent pas l'anglais, ils vous dégoûtent de l'apprendre. Cette année-là, l'école hôtelière de Paris, il y en avait que 3 en France à l'époque. Il faut se resituer, c'est la préhistoire, je dis. Maintenant, il y en a une dans chaque ville. Ils ont mis sur pied, ils mettaient sur pied le premier stage à l'étranger. Il m'appelle un jour, monsieur. Alors oui, en plus, je suis rentré à 14 ans, le 17. Parce qu'il fallait avoir 17 ans pour rentrer, ou avoir le bac. Et moi, j'avais ni l'un ni l'autre.
Et quand ma mère a demandé pour m'inscrire, j'étais au brevet. Et il dit non, mais il est trop jeune, il faut 17 ans. Ben oui, mais il travaille bien. Écoutez, je vais le mettre sur la liste du concours, il ne l'aura jamais, il est trop dur le concours. Il y avait tellement de monde. Manque de peau, je l'ai réussi. Donc je suis sorti à l'âge où les autres entraient à 17 ans. Et j'avais donc... Ah oui, il m'appelle, le directeur, il me dit, on est en train de mettre sur pied un stage avec l'Écosse. Ça vous intéresserait d'aller apprendre l'anglais? Ah, je dis oui, oui, oui. Il me dit, mais c'est pas sûr, hein, parce que si ça marche pas, au lieu d'aller au Claridge à Paris à la réception, vous allez aller peler des pommes de terre au fin fond de la Bretagne. J'ai dit, c'est bon, mettez-moi sur la liste. Et ça a marché. Premier coup de chance. D'ailleurs, sans la chance, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais mort depuis longtemps. Il faut voir comment ça s'est passé. Et donc de là, en Écosse, alors là, je bûchais l'anglais. Hein. Moi, j'étais dans les grammaires, les bouquins, tout ça. Et après, je me suis dit, j'abrège parce qu'il y a tellement d'histoires, mais après, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'espagnol? Je suis parti en Espagne, c'était le temps de Franco. C'est-à-dire que dans le train, il n'y a pas de contrôleur. Il y avait la police secrète. Le gars, il retournait sa veste avec l'étoile papier. Et donc là, j'y étais sans boulot. Je me suis parachuté à 19 ans en Espagne. J'avais les genoux qui jouaient des castagnettes. Mon père ne pouvait pas m'aider. Alors j'ai dit, tant pis, je vais aller à Cordoue. Bon, j'arrive à l'hôtel. Et là, je tombe sur un Français qui avait fait l'école de théâtre de Paris, qui cherchait un réceptionnaire. Eh ben me voilà. Alors comme je parlais l'anglais, le français, puis bon, l'espagnol, ça va s'apprendre. Et ils m'ont pris là. Donc j'ai compris que la chance sourit aux audacieux. Après, bon, après il y a eu le service militaire, parce qu'à l'époque, il y avait le service militaire obligatoire. Et comme il y avait la guerre d'Algérie, ils prenaient même des culs-de-jatte. Ils rappelaient des classes, il fallait voir, tout le monde devait y aller. Et moi, je n'ai pas une vocation de passoire, ça se voit. Je n'avais pas envie d'aller en Algérie. D'ailleurs, très peu de Français voulaient y aller. J'ai commencé mon service militaire en Allemagne, parce que je voulais apprendre l'allemand après. Et il y avait un colonel dans ma rue qui a proposé à ma mère, on n'a pas demandé, mais il lui a proposé, est-ce que votre fils a une destination pour son service militaire? Alors, je lui ai dit, bah oui, dis-lui l'Allemagne. Mais je me suis vite aperçu que j'allais pas apprendre l'allemand. Enfermé dans la caserne en français, on ne sortait pas. Je ne veux pas apprendre l'allemand comme ça. Et un jour, je me suis aperçu que tout le monde devait partir en Algérie. Alors, je vois un autre soldat, j'ai dit, comment on fait pour éviter l'Algérie? Ben, tu ne sais pas? Ben, j'ai dit, non, je suis arrivé en retard, moi. Je suis arrivé d'Espagne. Alors, il me dit, ben, tu peux aller aux colonies. Il y avait encore les colonies françaises, c'était avant les années 60. Toute une autre époque. Alors, j'ai dit, c'est où? Il n'avait pas fait du safran, j'étais déjà dans le bureau du capitaine. Il me fait, qu'est-ce que tu veux, toi? Salut, mon capitaine, je vais aller aux colonies. Et il me dit, tu vas aller où? Oh, tu vas aller où? Oh. Alors, je réfléchis, qu'est-ce qui est le plus loin? Tahiti. Il regarde, il n'y a plus de place. Mince. Je dis, qu'est-ce qui est le plus loin? Voyons. Madagascar. Il n'y a plus de place. Mon capitaine, qu'est-ce qu'il vous reste de plus loin? Le Congo, c'est bon. J'ai passé 2 ans au Congo. Alors pour moi, ça a été le pied, parce que c'était aller aussi loin. C'est inouï de prendre l'avion, tout ça. Bon, et je me suis retrouvé, j'ai rendu messe officier. En plus, j'étais même pas sur la base, j'étais tranquille. Bon, ensuite, après, j'ai dit, bah, pourquoi pas l'allemand? Mais l'Allemagne, ça peut faire sourire, ce que je vais dire. Je voulais apprendre l'allemand pour 2 raisons. Une, c'est que la langue est plus dure que les autres en Europe. Enfin, elle est très dure, il y a les déclinaisons. Et à Paris, tous les Parisiens apprennent l'espagnol, ça ressemble. La porte, la puerta. Bon, je me rappelle. Bon, mais en Allemagne, l'allemand fait peur. Il y avait autre chose. Comme je suis né avant la guerre, je voulais connaître l'ennemi. C'était l'ennemi. Aujourd'hui, les jeunes ne se rendent pas compte. Je voulais connaître l'ennemi chez lui. Donc, il y avait une double raison. Et donc, j'ai travaillé alors, j'étais sans boulot, pareil. Cherché sur place, travaillé 2 ans. Et ensuite, j'ai dit, pourquoi pas l'italien? Alors, l'italien, c'est pareil, je suis parti sans travail, mais là, je commençais à être rodé. Et puis, l'italien, pour un Français, ça va vite. Travaillé 2 ans. Alors, l'italien, une langue magnifique, un pays très beau, mais la langue ne sert à rien pour voyager. C'est inutile d'apprendre l'italien pour faire le tour du monde. Ça ne sert à rien. Même les Italiens, ils parlent des dialectes. Alors, et après, je voulais apprendre le russe. Mais alors là vous n'avez pas connu cette époque-là, il y avait l'URSS, le grand goulag. Et ils ne m'ont pas donné le visa. Parce que je voulais travailler sur place, bien entendu. Et ils se targuaient, en plus, d'être le paradis des travailleurs. Drôle, parce qu'ils ne voulaient pas un travailleur de plus. Donc, je n'ai pas pu y aller. Je suis furieux avec eux, parce que j'ai été 6 fois en URSS et 6 fois en Russie après. Et quand on ne parle pas la langue, ça change la donne. Je suis furieux avec eux. Et donc, après,
je ne peux plus apprendre le russe. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai un peu hésité, j'ai dit, je vais refaire un peu d'anglais et je vais aller aux États-Unis. Là, ils ne m'ont pas donné le visa non plus. Ils m'ont trouvé une tache au poumon, alors ils ont perdu le moindre microbe. Je n'ai pas eu de visa. J'ai été atterrir au Canada en 65, sans papier, sans rien. J'avais un visa de 4 semaines de touriste. J'ai travaillé 3 ans sans papier. J'ai travaillé 3 ans et je me suis aperçu d'un truc en arrivant au Canada que je ne savais pas. Maintenant, on a tous les renseignements. Le père Google, il file tous les renseignements. On sait même ce qu'on va voir avant d'arriver. C'est ça aujourd'hui. Mais moi, je ne savais pas où c'était puis ce que j'allais voir. Je me suis aperçu qu'on paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe. La différence entre le coût de la vie et les salaires est plus large. Là, j'ai compris qu'enfin, je pouvais économiser pour mon rêve qui était derrière la tête de voir le monde. Donc, l'hôtel, la chambre la moins chère de Toronto, les heures supplémentaires sans arrêt, je bouffais pas gros. Et j'ai dit, j'économise, parce qu'avant, je parlais pas la langue, je me faisais exploiter. Mais là, comme je parlais les 2 langues en arrivant, c'était un miracle. J'arrive au Canada, je parle anglais, espagnol, anglais, français. Je comprenais ce qu'on disait dès le départ, tandis que les autres, je comprenais jamais rien au départ. Donc, j'ai économisé 3 ans. Et avec 3 ans d'économie à Toronto, et ça, je n'avais pas prévu comme ça, donc je voulais voir le monde. Et de 67, le premier voyage a duré en tout 18 ans sans rentrer. Je partais en 55, je suis rentré fin 73. Je n'avais pas prévu le coup, bien sûr. Je n'ai pas dit à papa en partant, bah, bisous, bisous, hein. Je reviens dans 18 ans. Non. Mais c'est ce qui s'est produit. Et là, avec mes 3 ans d'économie, j'ai pu tenir 6 ans sans travailler. Les 6 dernières années des 18 ans, de 67 à 73, je n'ai pas travaillé. Et là, j'ai fait ce tour du monde en stop, en dépensant au compte-gouttes mes économies, le dollar par jour. Alors, de là qui s'explique. Moi, j'ai 3 mots tabous quand je voyage. C'est les mots préférés des touristes. Hôtel, restaurant, taxi. C'est interdit chez moi. Ben, voyager comme ça, vous allez voir que la note, elle baisse. Seulement, à 9 h du soir, c'est où est-ce que je dors. Voilà le truc. Mais c'est ça qui est marrant, c'est trop un con en plus. Donc, mais au début, j'avais pas... Je voulais voir le monde, je ne savais pas que j'allais le faire en stop. Parce que j'avais encore peur. Même à 30 ans, je quittais le Canada, j'avais peur d'aller seul. Ça paraît bizarre, parce que depuis l'âge de 17 ans, j'étais tout seul, à travers des pays, chercher du boulot à droite à gauche. Je n'étais pas à nouveau, là. Mais j'avais encore peur de... Le monde entier, ça me faisait peur. Et je cherchais des gens pour venir, puis ça n'a jamais marché. À la fin, je suis parti avec 2 Canadiens qui allaient faire le tour de l'Amérique du Sud. Ils cherchaient un 3e pour payer les frais. Et c'était $1 par jour, les frais. Alors, déjà, c'était dans le truc. Et donc, je suis parti avec eux. On était jusqu'à Rio, au carnaval, tout ça. Puis après, comme je ne m'entendais pas, on s'est quittés. D'accord. Et là, c'est là que ça a commencé qu'une dame à Buenos Aires m'a demandé si je voulais aller en stop à Ushuaia. Ben oui, pourquoi pas. En avion stop avec les militaires. 2 avions. J'ai commencé le stop avec 2 avions. Et à Ushuaia, je suis tombé sur l'amiral qui m'a pris à la bonne. Et lui, il m'a proposé un bateau gratuit pour aller à Punta Arenas par le canal de Magellan. Et là, à Punta Arenas, sur le bateau, j'ai trouvé un Mexicain et une Américaine, des jeunes qui faisaient du stop aussi comme moi. On s'est tapé 1 mois de stop en Patagonie en plein hiver, les 3. Et au bout d'1 mois, j'ai calculé, je dis, mais j'ai dépensé $30 en 30 jours, $1 par jour. Ça fait-il? J'ai dit, bah, si je maintiens ce style-là, le monde entier m'appartient. Et après, je n'ai pas lâché le morceau, pas été à l'hôtel. Le dollar était une moyenne, bon, tout ça, ça s'explique. Et j'ai tenu jusqu'à... Ça a duré en tout 6 ans. Et j'ai abandonné. Au bout de 6 ans, j'ai arrêté pour 2 raisons. Une, j'avais attrapé une dysenterie au Pakistan, un verre d'eau polluée. Je faisais le tour de ma taille avec mes doigts. Ça, c'est pas normal. J'étais à 4 pattes. Et puis aussi, j'avais visité le monde quand même. J'avais fait le tour, j'avais pris mon temps, et donc c'était fait, quoi. Et donc je suis rentré à la maison, mais j'avais surtout plus de force, et j'avais plus que $100, donc une centaine de jours. La première partie de mon voyage, c'était 18 ans. Là, je suis rentré au bout de 18 ans, j'avais vu 135 pays. Mais il m'en manquait. Alors je me suis retapé la santé, puis j'ai voulu voir le reste. Parce qu'il faut se rappeler que les années 67, 73, c'est-à-dire les années où je faisais le stop, j'étais sur la route tous les jours,
Ça a coïncidé avec il y a eu le mouvement des beatniks, les hippies. Il y a eu mai 68 et ce qu'on a appelé les chemins de Katmandou. Il y a toute une belle époque, paix et amour, on cavalait partout dans tous les sens, on y a cru. Et moi, j'étais mêlé à ça au point où, quand je faisais du stop, des fois, il y avait tellement de monde sur la route, j'étais obligé de faire la queue. Donc c'est une époque qui a disparu, ça. Mais on y a cru. Et là, j'étais doublement motivé pour la deuxième partie. Voir ce que je n'avais pas vu, parce que ça me manquait. Voir ce que je n'avais pas vu. En 2019, j'ai décidé d'arrêter de voyager. Là, j'ai 84 ans, donc j'avais 82. J'avais réalisé mon rêve, visiter tous les pays et tous les territoires du monde. Parce que ma façon de diviser à moi, c'est de compter... la France-Corse, c'est un pays pour moi. Mais la Polynésie française, je l'ai comptée comme un territoire. Parce que même si on connaît bien la métropole, on ne connaît pas Papeete ou Tahiti. Donc si on divise par zone administrative, comme j'ai fait, on arrive à un groupe de 250 aujourd'hui. Donc j'ai été dans les 250, mais j'ai été, pour voir, j'étais vivre par exemple, je ne passais pas comme ça, comme une flèche, j'étais vivre chez les hippies à San Francisco. Paix et amour, là. Ça. Il y en a un, un hippie, il dit, moi je ne peux pas me perdre, parce que je ne sais pas où je vais. Je n'ai jamais oublié celle-là. J'ai été vivre chez les bons à Bangkok pour connaître le bouddhisme, dans les écoles de yoga en Inde pour connaître l'hindouisme, le yoga. J'ai été vivre chez les coupeurs de tête à Bornéo et tout ça. Il y a un tas de... Je voulais apprendre. Il y a deux conditions pour faire que ce soit le tour du monde en stop ou le voyage. Je crois qu'il faut d'abord avoir envie. Si on n'a pas envie, on ne fait pas. Et puis trouver son bonheur, du plaisir. Et moi, il y a le plaisir. J'ai voyagé par plaisir, pour apprendre. Et apprendre me donne le plaisir. Le voyage, aussi, il faut comprendre une chose. Le voyage dépend du voyageur, pas des gens. Si on voyage en conquérant, on va se faire tirer dessus. Si on voyage en touriste, on va se faire plumer. Et c'est bien fait. Mais si on voyage en ami, on a des chances d'être aussi en ami. Donc le voyage dépend du voyageur d'abord. La beauté est dans les yeux de ceux qui regardent. Moi aujourd'hui, bon, j'ai vu le monde entier, mais je ne suis pas blasé du tout. Même une petite source d'eau, elle est belle, elle est belle. Je n'ai pas du tout de sens de blasé, ni « oh, j'ai vu ça ». Non, ce qui est beau, j'ai pas... Et moi, je dis que pour bien voyager, il n'y a qu'une recette. Ça peut faire sourire. C'est d'aimer les gens. Pourquoi? Ils vont répondre. Il faut voyager eux-mêmes, vous le savez, ça. C'est suivant son attitude. Donc, il s'agit d'aimer les gens. Et il y a des gens merveilleux partout. Quand je dis ça dans une conférence, il y a des gens merveilleux partout. Ça ne rate jamais qu'il y en a un dans la salle qui fait « Ah ouais, monsieur, mais il y a aussi des cons partout. » J'ai dit « Oui, monsieur, c'est implicite, mais prenons le positif. » Moi, quand je suis parti vers l'Écosse, mes parents, j'étais à 2 kilomètres de la gare. Mes parents n'avaient pas de bagnole, ils ne m'ont même pas conduit à la gare à pied. Je suis parti de la maison avec ma petite valise jusqu'à la gare et tout seul. Mais je tremblais carrément. L'Espagne, pareil, je tremblais. Oui, il y a cette trouille-là. Bon, puis l'inconnu. Parce que quand on arrive dans un pays, les 3 premiers jours, on flotte. Parce que d'abord, quel est l'argent qu'ils utilisent? C'est quoi ces billets-là? Les pièces. Ça roule à droite ou à gauche quand on fait du stop? Oui, c'est important. Et qu'est-ce qu'ils mangent? On retrouve des trucs. Il y a 3 jours d'adaptation dans chaque pays, en gros. Hein, c'est ça se passe pas comme ça. Donc, moi, oui, j'ai eu des peurs. Là, on me voit, j'ai carrément l'air dangereux, là. Je me suis retrouvé quand même 7 fois en prison. Alors, je me rappelle qu'une fois, j'étais à Cartagena, en Colombie. Et me voilà en prison. Il m'avait sorti d'un avion. Comme ça, la police secrète. Mon sac est resté dedans, il est parti avec l'avion. Je ne comprenais pas. Alors, ils me foutent dans une cellule. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? En espagnol, ça se passait. Tais-toi, hombre, callate, hombre. Je dis, comment? Je veux savoir pourquoi je suis là. Tais-toi, callate. Je dis, non, qu'est-ce que je suis là? Je suis révolutionnaire? Tais-toi. Non, je veux savoir, qu'est-ce que je suis? Espion? Non, tais-toi. Mais je veux savoir pourquoi je suis là. Je leur dis, alors il y en a un qui me fait, toi tu es un pirate de l'air. Porca la miseria, j'y avais même pas pensé. Il paraît que j'allais détourner l'avion sur Cuba. J'y avais même pas pensé. Donc il m'avait pris pour ça. C'est-à-dire on m'a soupçonné, moi j'ai jamais rien fait. Mais des fois j'allais. J'ai été plus que 7 fois en prison. Les 7 fois dont je parle, c'est quand j'ai pas demandé. Et les autres fois je demandais. J'allais des fois dans les prisons. Lang, lang, lang. Vous auriez pas une petite cellule de libre, là je fais le tour du monde, j'ai un duvet à caser quelque part. Et il y en a, alors ils pouvaient dire que oui ou non. La plupart du temps c'est non, parce qu'il y a des réglementations, mais quelques pays, tiens, rentre.
Alors la différence, quand je demandais pas, c'est quand je demandais, moi, je savais que je pouvais ressortir le lendemain. Mais quand je demandais pas, j'avais pas de date de sortie. Angoissant. Et au Costa Rica, je me suis payé une prison pendant une semaine. J'avais pas de lit pour dormir, je dormais directement par terre. Pas de gamelle pour manger. J'attendais que les autres avaient fini leur boîte de conserve. Il n'y avait pas de douche. Ils m'avaient tout pris. Je suis resté une semaine, short et t-shirt, pas de brosse à dents, pas de savon, pas de peigne. Et ils m'ont emmené au bout d'une semaine, ils m'ont emmené à l'aéroport, mitraillette dans le dos, les mains en l'air. Ça plaît quand on rentre dans l'aéroport. Mais moi, on me foutait j'attire la ferraille. Hein. J'ai failli me faire tuer au Venezuela. J'ai un baïonnette entre les deux yeux en Afghanistan. Les abrutis, un gars de l'armée afghane, là, c'était au pied des Bouddhas qui n'existent plus. Là. Enfin, des trucs comme ça. Mais moi, je cherche pas l'aventure. Ça ne m'amuse pas d'avoir un revolver dans le dos. En Jordanie, il y avait le roi Hussein, il tirait sur ses fédayines. Et puis moi, je me pointe dans un quartier, c'était couvre-feu, je ne le savais pas. J'étais tout seul dans la rue. Mais pas longtemps, j'ai senti un revolver dans le dos. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais les 5 mitraillettes, c'était au Venezuela, sur l'île Margarita, une île qui est affranchie, on ne paye pas de taxes. J'avais été là, mais là, c'était après le stop, quand j'étais marié d'ailleurs. Mais j'étais tout seul. Je vis cette île-là, et puis moi, dans les pays tropicaux, ce qui se passe, c'est qu'on transpire au bout de 50 mètres. J'ai horreur d'aller me coucher avec la transpiration. Je cherche un coin pour me laver, mais quand on est dehors, quand on va pas à l'hôtel, il faut trouver une fontaine, il faut trouver un jet d'eau, quelque chose. Alors j'ai cherché dans le village, j'étais au milieu de l'île, puis j'ai rien trouvé. Je dis mince. Et puis je vois le château au-dessus, je dis mince, le soleil va se coucher, tiens, je vais aller au château pour voir l'île avant qu'il fasse nuit. J'arrive au château en haut, qu'est-ce que je vois derrière? Un étang. Ah! Eh ben voilà la douche. Je descends de l'autre côté, j'enjambe un peu des barbelés, des palissades, enfin j'enjambe des trucs, j'arrive sur mon étang, et à mon grand étonnement, comme c'est l'Amérique latine, il n'y avait personne au bord de l'eau. Parce qu'en Amérique latine, les gens vivent dehors. L'Amérique anglo-saxonne, ils sont tous collés dans la maison, les villes sont désertes le soir. Mais les villes latines, non, on vit le soir. Et là, il n'y avait pas une femme en train de laver, pas des gosses qui couraient, pas des chiens. Je dis, c'est bizarre que cet étang-là soit là, qu'il n'y ait personne. Mais des fois, je réfléchis pas vite. Des fois, oui, mais pas toujours. Alors là, c'était le cas, je ne comprenais pas, mais je voulais me laver. Je me fous à poil, je me mets dans l'eau, elle était bonne, juste tiède, impeccable, je nage, je ressors, je me shampouine, et je prends un plaisir là-dedans. Mais j'avais peur tout le temps, parce que je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais quoi, j'étais pas tranquille, pas l'esprit tranquille. Finalement, je sors de l'eau, je me sèche bien, tout. Et au moment où j'allais finir de boutonner la chemisette, 6 militaires qui me foncent dessus, je ne les ai même pas vus arriver, avec des mitraillettes, et me les collent dans les côtes. Oh, les mains! Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Je dis, qu'est-ce qui se passe? La guerre a commencé. Il y en a un, il me fait, fais pas le malin ou on te descend. Oui, parce qu'en Amérique du Sud, ils ont pour habitude de tirer d'abord et de questionner après. Là, je l'ai échappé plus que belle. Et alors, il y en a un, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je ne voyais pas, je suis en train de me laver. Il me dit, c'est interdit. Je dis, ah, quel honneur. Ça, c'est le réservoir d'eau de l'île. Comme quoi, l'eau devait avoir un petit goût savonneux le lendemain dans l'île. Hein. Je me lavais dans le réservoir d'eau. Alors, ils m'ont bousculé avec leur mitrailleur. Enfin, ils m'ont emmené au poste et ils m'ont dit... alors, ils ont fouillé mon passeport, tout ça. Et ça a duré 1 heure, le truc. Puis au bout d'un moment, ils voyaient bien que... Alors, mais je ne comprenais pas pourquoi ils étaient nerveux comme ça. Parce que, moi, j'ai eu de la ferraille, mais ça ne m'affole pas quand un gars il met un revolver. Ça dépend le gars qui est derrière. Mais bon... Mais là, ils étaient nerveux. Je n'avais jamais vu des gens aussi nerveux derrière leurs armes. Et je me suis dit, il y en a un qui va appuyer sur la gâchette pour voir comment ça fait. Mais j'ai cru que j'allais y passer, là, pour de bon. Ce n'était pas le seul cas, mais ça, c'est le pire. J'ai dit, là, ils vont me tuer. Là. Mais pourquoi ils étaient nerveux comme ça? La police, ils me secouaient, ils vidaient mon sac, tout, revu le passeport. Je comprenais. Et ils m'ont dit, bon, écoute, on va te sortir de la ville. Je dis, bon, pour me sortir de la ville, je vais revenir. Le temps que vous m'avez fait perdre, maintenant il fait nuit, il faut que je trouve un abri, il va peut-être pleuvoir. Alors vous allez me revoir. Non, on va t'emmener toi voir. Ils ont pris une grosse bagnole américaine, c'est le Venezuela. Ils m'emmènent en bout de l'île, dans leur QG de police. Alors là, il y avait des antennes, tout ça, c'est un gros truc, avec des jeeps, des mitrailleurs. Oh, je dis là, je vais être bien gardé. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. Enfin, j'ai dormi tranquille. Je ne comprenais toujours pas pourquoi. Ils m'avaient traité comme ça, avec cette fébrilité-là. Alors les gens me disaient, mais t'es pas au courant? Ben, je dis non, je suis arrivé hier soir.
Tu sais pas ce qui se passe? Ben non. Il dit, la semaine dernière, il y a 3 castristes. Parce que l'île est à mi-chemin entre Venezuela et Cuba. 3 castristes qui s'étaient introduits sur l'île, qui avaient tué 3 policiers. Toute l'île était sur les dents, l'armée, la police, tout ça, ils cherchaient les castristes. Alors moi, j'avais tout pour plaire. Sac à dos, je me lave dans un lieu interdit, pour tirer de loin. On en a un, on en a eu un. Ah, on en a eu un, là. Ils auraient pu tirer de loin. Il faut voir le truc. C'est ça, ils cherchaient... Mais t'es fou, tu pouvais te faire descendre. Ben, je dis oui, c'est ce que j'ai compris. Il y a une part de chance inouïe dans mon cas. C'est pour ça aussi que je dis qu'il y a un destin, parce que c'est pas normal que je sois rentré de tout ça. En fin 2019, j'ai décidé d'arrêter le voyage. J'avais visité tous les pays, tous les territoires, c'était fait. Je fais pas de la compétition ni rien, c'était fait, j'arrête. Puis la force diminuant. Fin 2019. Début 2020, le Covid. Ils confinaient les gens, mais je m'étais confiné déjà. Depuis, je voyage plus, je fais plus de conférences et j'apprends l'art d'être grand-père, comme dit Victor Hugo. Mais ça, c'est un autre voyage. Et ce voyage-là, c'est 25 heures sur 24. Eh bien, c'est des flèches, mes petites filles, elles sont magnifiques. Donc, je suis heureux, quoi. Pour tenir avec le stop, le dollar par jour, 6 ans comme ça, dans des conditions pareilles, il faut être motivé. Très motivé. Il ne faut pas être difficile non plus. Et en fait, je me suis posé la question, pourquoi je suis en train de faire ça? Ça me plaisait, j'étais droit dans mes bottes, en accord avec moi-même. Et d'ailleurs, l'important dans la vie, c'est ça. C'est pas de voyager, c'est d'être en accord avec soi-même. Et chacun son truc. Moi, je pense que, enfin, je suis un vieux maintenant, mais je pense qu'à la naissance, on a tous un petit tracé en pointillé, chacun de nous, ou un couloir, si on veut. Et que l'art de vivre, c'est de trouver son pointillé. Parce que si on n'est pas sur son pointillé, on est mal dans sa peau, ça grésille, on vit mal. Moi, j'étais en accord avec moi-même, j'étais sur le mien, même inconsciemment. Moi, j'étais en accord avec moi-même, je ne me posais pas de questions. Pour ça, c'était bien. Mais pourquoi? L'art de vivre, c'est une fois qu'on l'a trouvé, c'est de le marcher, ce qui n'est pas facile non plus. Mais c'est ça, on a chacun quelque chose qui est pré-tracé, à mon avis, à moi. On ne peut pas sortir de son couloir. Et je me suis dit, Jean, au bout d'un moment, mais je sais pourquoi j'ai fait tout ça, chaque fois. Et en fait, au bout d'une quinzaine d'années depuis le départ de France, c'est-à-dire au bout de 3 ans de stop, j'ai compris pourquoi. Je suis né avant la guerre. Là, on voit, c'est pas la première, hein, c'est pas Verdun et les tranchées. Je vais dans les écoles et ils me voient dans les tranchées, à Verdun. Non, la deuxième. Et mes premiers souvenirs de la vie, c'est la guerre. Mais pas la guerre à la télé, la vraie de vraie. Les bombardements, moi j'habite Brunois à côté, ils ont bombardé Villeneuve-Triage pendant toute une nuit. Mais j'avais les genoux qui jouaient les castagnettes aussi, j'avais peur. Le ciel orangé, les bruits des bombes, les volets qui tremblaient à Brunois, le marché de Brunois qui est très grand, il n'y avait même pas une chaise ou une table, vide, rien. Il n'y avait rien à bouffer, enfin bon, les boches dans la rue, bon. Par contre, à l'école, c'était chouette, quand il y avait l'alarme, on allait se planquer dans la cave, on ne bossait pas. Ça avait un avantage. Enfin bon, la guerre. J'ai voyagé, en fait, quand on regarde ma carte, c'est pas un tour du monde que j'ai fait. Souvent, le tour du monde, aujourd'hui, c'est un cercle. Non, moi, j'ai mieux appelé ça un tour des hommes. Ce qui m'a intéressé, c'est pas le kilométrage qui est là aussi, ni l'aventure qui est là aussi, mais moi, je cherche pas l'aventure. Ça m'amuse pas d'avoir 5 mitraillettes dans les côtes, une baïonnette entre les 2 yeux, un revolver dans le dos, ça me fait pas rire, ça, du tout. Je suis pas un vrai voyageur, je suis plus un étudiant, mais je veux voir sur place. Je voulais apprendre ou comprendre. Et puisque je suis né avant la guerre, inconsciemment, j'ai voulu savoir, en rencontrant les hommes, j'ai voulu rencontrer les hommes du monde entier pour savoir une question essentielle à mes yeux. Est-ce qu'un jour, les hommes vont être capables d'établir la paix? Est-ce que la paix est possible? Ça n'intéresse pas les gens. Je suis étonné que la plupart des gens s'en foutent. Mais moi, je trouve que c'est important. Surtout avec les moyens de destruction qu'on a aujourd'hui. Et alors, ma réponse, je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est que la paix est non seulement possible, elle est inévitable. Je me répète, parce qu'on n'entend pas ça dans les médias, la paix se fera. Dès que je dis ça dans une conférence, il y a toujours un malin dans la salle pour dire « Ah, ben lui, il n'a pas vu le monde !» Mais Coco, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que ça. Alors, je suis d'accord qu'il est difficile à croire ce que je dis là, vu l'état des choses aujourd'hui. Ça, je rejoins tout le monde là. On a du mal à imaginer la paix dans le monde d'aujourd'hui. Ça, je le conçois. Seulement, il faut comprendre les choses. Je dirais que la paix, bon, pour calmer le monde, et puis, c'est que la paix ne se fera pas par idéal, bon sens et intelligence. Il n'y en a plus. On marche sur la tête. Donc, c'est les événements qui vont nous coincer. Il y a une chose qui a bouleversé le monde récemment, c'est qu'il n'y a plus de distance. Et donc, aujourd'hui, au 19e siècle, on était chacun dans notre coin. Et aujourd'hui, c'est le contraire, on est tous dans le même bateau.
Et alors on a un exemple frappant aujourd'hui qui est l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine. Eh bien, le monde entier est affecté par ça. Il n'y a pas un pays qui n'est pas touché par ça. Au Moyen-Âge, une guerre dans un champ de blé, à coup de serpette, là, mais il y avait que les gens du coin qui savaient. Personne du monde n'est pas concerné. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Il n'y a pas un pays qui peut dire je suis à l'abri de l'histoire de l'Ukraine. Donc, d'où la conclusion de mon voyage et le titre de mon premier livre. La Terre n'est qu'un seul pays. C'est qu'un seul pays. En plus, il n'y a qu'une espèce humaine. Il y a eu en Perse. La Perse, c'est l'Iran aujourd'hui. Donc en Perse, au XIXe siècle, il y a eu une révélation. Révélation. Ça, c'est un mot banni. Pas question de prononcer ça à l'école. Ils disent tout sauf l'essentiel à l'école. Moi, l'histoire que j'ai apprise, c'est combien de Louis XIV avait de maîtresses. Ah, ben, je suis content. Hein. Mais on ne m'a pas expliqué pourquoi ça marche, comment ça marche. Rien. Mais voilà. Qu'est-ce qui fait avancer la civilisation? Il y a deux forces. C'est comme un oiseau avec deux ailes. Pourquoi il y a deux forces? Parce que l'homme a une double nature, physique et moi je dis spirituelle. Il y en a, c'est les défrises. Mais je ne vois pas quel mot il faut prendre. Alors, physique, quand on a faim, par exemple, il faut manger. Pas la peine de faire de la morale. Quand on a froid, c'est pas la peine de philosopher, mais il faut mettre un manteau. Mais ça, c'est pour le côté matériel. Il est permis aux hommes de trouver les lois scientifiques. Il y a la science qui s'occupe de ça. Et la science, son but, c'est pas d'inventer, c'est déjà là, mais de trouver ce qui existe déjà, qui est caché. Et le but de la science, c'est de permettre l'amélioration des conditions physiques de l'homme. Point. C'est pas une philosophie, la science, mais ça permet, je prends un exemple très simple, au temps des Phéniciens, des Romains, des Grecs, pour faire avancer les bateaux, il y avait 200 esclaves qui tiraient sur les rames, le gars il fouettait, puis plus il fouettait vite, plus ça avançait. Depuis, on a inventé le moteur, sans fouetter l'esclave, et tout ça avance encore plus vite. Donc la science, c'est clair, permet l'amélioration des conditions physiques de l'homme, la moitié de la chose. L'autre, c'est la partie spirituelle. Il ne s'agit pas, en fait, l'art de vivre, c'est pas d'être plus matériel que spirituel, ou plus spirituel que matériel. 50%, 50%, pour l'individu comme pour la société. Il faut que les deux ailes de l'oiseau battent en même temps, ce qui n'a jamais été le cas. Mais il faut que les deux fonctionnent. S'il n'y en a qu'un qui fonctionne, ça ne peut pas marcher. Par exemple, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, d'après les Nations Unies, on produit assez à manger pour la population. C'est ce qu'ils disent. Résultat des courses, là je schématise, il y a le tiers dont nous qui surconsomme et le reste qui crève de faim. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas le désir de partager. C'est là où entrent les valeurs spirituelles, le désir là, de partager. Donc, côté scientifique, c'est les hommes qui trouvent les lois, mais côté spirituel, si on regarde l'histoire, moi j'invente rien, je ne suis pas prof d'histoire, mais je regarde. C'est pas l'homme qui trouve les lois spirituelles, elles lui sont expliquées régulièrement, à peu près tous les 500 ans, par les grands prophètes. Bon. En fait, le prophète de Dieu, je vais dire le mot, c'est quoi? Tout simplement, c'est un éducateur de l'humanité. C'est l'éducateur. Il explique à l'homme comment se comporter pour pouvoir vivre correctement en société et vivre en accord avec lui-même, rien d'autre. Je ne parle pas de religion parce que le mot pue tellement aujourd'hui est normal, vu les bêtises qu'il raconte et tout ça, mais le message de base, et si on regarde l'histoire, on voit qu'il n'y a pas de grande civilisation sans au départ l'impulsion spirituelle. Parce qu'on parle de civilisation chrétienne, islamique, bouddhique, judaïque, hindouiste, etc., etc. À chaque fois qu'une grande civilisation est née sur Terre, il y a eu l'impulsion du message spirituel au départ. Cette révélation, pour être clair, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais en fait, ça m'a fait comprendre pourquoi je voyageais. J'avais atteint la toison d'or, le Graal. Je savais que j'ai dit, ah ben voilà pourquoi je voyageais. Parce que dans cette révélation, il n'y a rien de nouveau, je dirais, parce que les valeurs qui sont rappelées dedans ont déjà été données avant, par les éducateurs précédents. Donc on ne tombe pas des nues. Aimez-vous les uns les autres, pas tuer, pas voler, respectez pas. Tout ça, c'est les mêmes. Donc on est familier déjà. Seulement ce qui est nouveau, parce que la clé pour la paix, on l'a déjà eue. Ça peut faire sourire, mais j'en connais pas d'autres. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas 36 solutions. Si on ne fait pas ça, on n'aura jamais la paix. Aimez-vous les uns les autres. Ça manque comment? Alors avant, on avait l'injonction, mais on ne savait pas comment. On avait les valeurs qui avaient été expliquées par les Moïse, les Christ, les Bouddhas, les Krishna et tout ça. Ils avaient donné ces valeurs-là partout, mais ils avaient donné des valeurs. Mais aujourd'hui, avec la révélation en perse, qui s'appelle Révélation, qui est un nom peu connu en France, Baha'i, avec un H aspiré, B-A-H-A-I,
Baha'i. Baha'i. Baha, ça veut dire splendeur en français, gloire. Baha'i, venant d'eux, comme chrétien de Christ, bouddhiste de Bouddha. Baha'i de Baha. Bon. Il n'y a rien de nouveau, sauf que, c'est important, maintenant on a la notice, le mode d'emploi, comment appliquer toutes ces valeurs. Alors ça me paraît intéressant. Pourquoi ce n'était pas donné avant? Parce que c'était trop tôt. Un enfant, on peut lui montrer une bagnole, les pédales, l'accélérateur, le frein, tout, mais il ne peut pas la conduire, trop tôt. On peut lui expliquer. On nous a expliqué les choses avant, mais on n'avait pas le moyen de le faire. Maintenant, dans la révélation Baha'i, donc, on a le mode d'emploi de comment devenir cet homme. Parce que pour faire la paix, il faudra un homme de paix, à l'esprit universel, fraternel. Il n'y a pas de secret, c'est ça. Donc là, c'est expliqué clairement. Pour la première fois dans l'histoire de la révélation, a été proposé aux hommes au XIXe siècle un plan administratif mondial, pratique, pour gérer cette terre comme une seule entité politique. C'était farfelu au XIXe siècle, on était chacun dans notre coin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas farfelu, ça devient une nécessité. D'ailleurs, la paix n'est même plus un idéal, il n'y a plus de recul, ça devient une nécessité.